monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une vidéo sur les coulisses du métier de thérapeute, coach, conférencière, etc. Merci à Elena qui a bien voulu regrouper toutes vos questions afin que je puisse vous en faire une vidéo. On est parti dans l'ordre petit 1, comment te vient l'idée d'un programme d'accompagnement et comment le structurer. C'est vraiment, je suis générateur en Human Design pour ceux qui s'y connaissent. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous êtes, si vous vous y connaissez. Il y a le site humandesign.fr, si je ne vous dis pas de bêtises, qui vous permet justement de vous dire ce que vous êtes, etc. Alors, je ne suis pas en capacité de pouvoir bien vous expliquer en quoi ça consiste parce que ce n'est pas un pan du domaine auquel je me suis pour l'instant intéressée. Néanmoins, si vous souhaitez avoir une consultation ou en savoir plus, il y a Barbara Godard, je vous la mets en barre d'infos, qui pourra vous renseigner à ce sujet. Et pour ma part, du coup, en tant que générateur, je fonctionne vraiment au coup de cœur et à cette énergie qui est en train de se construire dans mon sacral, dans mon chakra sacré, qui est le « je vis ». Donc, dès que quelque chose me met en vie, que je sens ce pétillement intérieur et cette joie en fait interne, c'est comme ça que je décide de créer un accompagnement. En fait, dès qu'il y a la joie, que j'ai une idée et que je me dis « Ah ouais, ça me nourrit », ben, de là, il y a forcément action par la suite parce que la joie qui me nourrit, si elle n'est pas assouvie par le fait d'avoir posé ces choses-là dans la matière, pour ma part, je bascule dans la frustration. Mon non-alignement au soi, c'est la frustration et Barbara vous l'expliquera si vous faites accompagner en Human Design, mais pour ma part, en tant que générateur, c'est la frustration, si je vous dis pas de bêtises, hein, mais en tout cas, moi, sans parler du Human Design, je le ressens comme tel. Et donc, si il y a non-action, il y a frustration, et vu que j'ai pas envie d'être une frustrée aigrie dans la vie, je fais en sorte de passer à l'action dès que quelque chose me met en joie et que je me dis si je le fais pas, comment je me sens? Et si la réponse est je suis frustrée, alors automatiquement je passe à l'action. Et donc, comment je le structure? Souvent, maintenant qu'il y a ChatGPT, je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire, voilà, j'ai une idée, je veux faire ça, je veux amener les gens d'un point A à un point B, je veux passer telle information, telle connaissance, j'ai eu telle expérience dans la matière, etc. Je cherche à avoir, par exemple, 3 modules. Je veux un module qui va être, je sais pas, par exemple, pour les méditations. Il y a eu un module, je me déleste de ce que je ne suis pas, un module, je reconnecte à l'autre et à l'humanité, un module, je me pardonne, enfin où je réembrasse l'ensemble des gens et mes blessures et l'humanité. Et donc, en fait, je lui dis, voilà, j'ai telle idée, telle idée, telle idée. Aide-moi à structurer parce qu'en fait, c'est un peu fouillis. Souvent, il va me faire des propositions où je vais pas forcément souvent être en accord. Donc, je vais réajuster jusqu'à ce que, en fait, je sois en adéquation avec moi-même. Donc, je me sers vraiment de tout ce qui est intelligence artificielle pour pouvoir structurer ma pensée qui est quelquefois brouillon. Et par la suite, je réajuste module par module jusqu'à ce que je sois, moi, satisfaite de ce que lui m'a proposé. Ça va être vraiment le point structure et pour ensuite passer à l'action, je vais souvent demander à la communauté via la plupart du temps Instagram où en fait je vais demander à la communauté si elle rencontre telle problématique, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir les intéresser parce que si j'ai une idée et que tout le monde me dit ouais non ça m'intéresse pas, je vais probablement en faire une vidéo parce que j'aurai besoin pour pas être frustrée de pouvoir sortir ce que j'ai envie de dire et d'enseigner, mais j'en ferai peut-être pas un programme. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions. Il y a que pour la formation sur les manipulateurs où en fait là j'ai pas demandé ni à la communauté ni à qui que ce soit. Même dans l'équipe, il y a des gens de l'équipe qui m'ont dit ça, je pense pas que ce soit une bonne idée que tu sortes cette formation maintenant et tout. J'ai dit à tout le monde en fait je m'en fiche de vos avis, je la sors parce que c'est nécessaire pour moi. C'est un exutoire et j'avais envie en fait de me mettre à nu et de pouvoir enfin me délester de tout ce que j'avais vécu, des souffrances que j'avais rencontrées dans ma vie. Et donc le fait de pouvoir faire cette formation et de l'ouvrir aux autres, c'était ouvrir mes blessures à l'autre et me montrer
dans ma vulnérabilité la plus totale et du coup je l'ai faite parce que sinon il y aurait eu frustration et j'ai pas demandé l'avis ni à la communauté ni à mon équipe. C'est voilà, je l'ai sortie parce qu'il fallait que je la sorte. Donc la plupart du temps, je demande quand même à mon équipe au niveau marketing, au niveau parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de chaque pôle de l'équipe, là où je suis complètement une bille moi de mon côté. Donc j'ai pris des gens compétents pour pouvoir bien m'encadrer et pouvoir je veux dire avoir uniquement du temps pour me projeter, enfin c'est pas forcément le bon mot, mais pour me focus sur ma zone de génie, je vais dire ça comme ça, qui est la création. En fait, j'ai envie de créer et de transmettre des messages. Et donc, pour ne pas perdre du temps sur justement des choses que je ne maîtrise pas, comme par exemple le marketing et d'autres trucs du genre, j'ai pris des gens qui excellaient dans ces domaines-là. Et donc, je leur demande souvent leur avis parce que moi, c'est pas du tout ma zone de génie et que je pars du principe que en fait, chacun a une ou plusieurs zones de génie et que c'est très très important de faire appel à des gens qui ont des capacités qu'on n'a pas pour pouvoir justement évoluer en coévolution. Deuxième question, combien de temps ça t'a pris pour arriver à te faire connaître? Alors je vous avoue que je me suis jamais posé cette question-là. Quand j'ai lancé ma première vidéo je crois que c'était novembre 2014, si je vous dis pas de bêtises, YouTube sera en capacité de nous le dire. Je ne me suis jamais posé la question de me dire mon but c'est d'être connue. Et aujourd'hui, je me pose toujours pas cette question de je suis connue ou je suis pas connue. Donc en fait, j'aimerais bien vous poser la question, c'est quoi se faire connaître? Est-ce que la question c'est combien de temps ça t'a pris pour pouvoir vivre de ton activité? Parce que je présume que c'est ça la question qu'il y a derrière. Et en fait, j'allais dire j'ai eu de la chance, mais en fait je pense que c'est pas vraiment de la chance. Merci la vie qui m'accompagne à chaque fois que je saute dans le vide. J'étais architecte avant, je travaillais au Cambodge quand j'ai décidé de me mettre complètement à mon compte en tant que thérapeute à l'époque. Aujourd'hui, j'ai arrêté le côté thérapeute et je ne suis plus que coach et conférencière, mais j'ai accompagné pendant des années des gens en soins énergétiques, en consultation one-one au téléphone, etc. Et en mai 2015, ouais c'est ça, mai 2015, j'ai sauté dans le vide en fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube je crois que c'est fin 2014, mais je ne saurais plus vous dire le mois exact, il me semble bien que c'est novembre. Et j'ai lancé la chaîne à ce moment-là, je me suis complètement lancée dans les soins que ça et j'ai abandonné l'architecture en mai 2015 et je gagnais hyper bien ma vie à l'époque en tant qu'architecte au Cambodge. Je gagnais 1600 € pour vraiment 1600 $, pardon, 100 $. Et en fait, pour l'époque, déjà, c'était énormissime. Hein, on parle de ça d'il y a 10 ans. Et en plus de ça, j'étais au Cambodge. Donc, ça faisait un salaire qui était fou. Et j'ai sauté dans le vide en me disant, bon, mais en fait, j'abandonne mon salaire d'architecte pour me mettre à temps plein en tant que thérapeute. Et en fait, en moins d'un mois, j'étais bookée sur 6 mois. Donc, combien de temps ça m'a pris pour pouvoir vivre de mon activité? Ben, 1 mois. Parce qu'en fait, j'ai sauté dans le vide et je pense que ça a été une de mes plus grandes forces depuis ces 10 et à peu près toute ma vie, mais depuis encore plus ces 10 dernières années, où en fait j'ai pour habitude de très régulièrement sauter dans le vide. Je vais vous en parler si la question vient par la suite, où cette année en 2024, j'ai complètement arrêté les soins énergétiques et les accompagnements one-one parce que ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner des grands groupes, que j'ai envie de faire du grand, du très grand, et que pour faire du très grand, il fallait que je m'octroie ce temps du très grand et que j'abandonne le petit et donc l'échelle one-one pour pouvoir le laisser à d'autres personnes qui avaient envie d'être dans cette échelle-là. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, hein, c'est juste ce qui nourrit chacun à un moment T en fait. Et du coup, je pense que ce qui m'a beaucoup servi à me faire connaître, c'est justement de suivre à chaque fois ma joie et ce qui me faisait vibrer en fait sur l'instant, et je me suis jamais posé cette question de est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton activité? Je me suis dit c'est ce qui est juste pour moi sur l'instant. Être dans l'architecture n'était plus juste pour moi. En plus, il s'était passé un truc, je me souviens, il y avait l'opening d'un hôtel que j'avais fait au Cambodge. Et cet opening, je travaillais donc en tant qu'architecte, j'étais chef de projet et donc c'est moi qui faisais les visites de chantier, etc. Et en fait, la façon de travailler à la française et la façon de travailler à la cambodgienne ne sont pas vraiment compatibles, je vais dire. Et je me prenais la tête sur ce chantier, mais vraiment c'était
catastrophique. Et je me rappelle, le jour de l'opening, il y avait un peintre qui était en train de faire les touch-up, donc les retouches, sur l'hôtel pour l'ouverture du soir. Et il était en train de peindre comme ça, vraiment dehors, et il y avait toutes les plantes, il y avait tout qui était installé. Et je lui dis « Mais Sam, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il me dit « Je fais les touch-up. » Je dis « Mais tu fais les touch-up au-dessus des plantes ?» Et il me dit « Oui. » Et les plantes, elles étaient en dalmatien, où il y avait de la peinture blanche en fait partout qui avait été projetée. Et je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où j'ai appelé mon boss de l'époque, où je lui ai dit en fait soit c'est toi qui viens sur le chantier et tu recadres, parce que moi j'en peux plus en fait, je passe mon temps à avoir besoin de cadrer comme des enfants. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai 3 enfants, je les avais pas à l'époque. Et ben, j'ai l'impression que j'avais le même travail à l'époque avec des enfants en fait, sauf que c'était des adultes. Et je lui ai dit soit c'est toi qui cadres, soit en fait moi j'abandonne le chantier, j'en peux plus en fait. Et il m'a dit oh c'est bon, take it easy, c'était sa phrase, genre prends ça tranquille. Et je lui ai dit mais c'est pas toi qui es sur le chantier. Et je lui ai dit soit tu viens, soit je m'en vais. Il m'a pas cru. Du coup je suis partie et je lui ai dit et je viendrai pas à l'opening ce soir. Et le soir, alors que c'était moi l'architecte, ça la fout quand même mal quand on fait un opening et que l'architecte est censé être là et qu'il n'était pas là. Et le soir, il m'a appelé plein de fois. Il m'a dit, mais alors, on t'attend? Et je lui ai dit, ah non, mais je t'ai dit que je ne viendrai pas. Et ça a été vraiment la goutte d'eau qui m'a permis de choisir, de me dire, l'architecture, j'en peux plus et j'en veux plus. Et je saute dans le vide. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je saute dans le vide. Et donc, j'ai sauté dans le vide. Et donc, comme je vous ai dit, un mois après, parce que je m'étais choisi moi et ma paix intérieure, la vie m'a aidé à construire l'avion que j'ai pu... vous savez, il y a une phrase qui dit être entrepreneur, c'est sauter dans le vide et savoir qu'on a la capacité de construire l'avion qui nous fera voler alors qu'on vient de sauter dans le vide. La vie m'a aidé à construire cet avion-là. Question numéro 3, comment savoir quoi écrire dans ton livre et comment organises-tu ton livre? Alors, je suis en train d'écrire 2 livres en parallèle, un qui est une commande, donc je ne vais pas vous en parler là parce que je ne suis pas sûre d'avoir le droit d'en parler, mais c'est un livre qu'on m'a demandé. Donc là, je le structure, toute la trame a été mise en accord avec la maison d'édition et donc en fait, voilà, c'est un accord commun, donc c'est plutôt facile, j'ai juste à suivre la trame du livre et c'est vraiment easy. Et pour l'autre livre que j'écris, qui a un lien avec Jésus, c'est mon bébé, je ne sais pas comment le dire autrement et je pense que je pourrais pleurer juste de vous en parler tellement ce livre, il y a une part de moi qui est hyper pressée de le sortir et une autre part qui est en flip total parce que je me sers de beaucoup de choses qui sont passées dans ma propre existence pour structurer d'autres faits. Et du coup, il y a une part de moi qui est en flip de me dire est-ce qu'ils vont aimer, comment ils vont prendre ce livre, etc. Donc, je ne vis pas du tout l'écriture des 2 livres de la même façon. Il y en a un où c'est super facile, c'est hyper rapide. Je suis déjà au 3e chapitre alors qu'en fait, il y en a 10 en tout et je les écris en moins de 15 jours parce que vraiment, c'est simple. Il y a la structure, j'ai juste à écrire la structure vraiment easy, quoi. Et il y a l'autre où en fait c'est chronologique, donc il y a quand même cette faculté de je suis l'ordre chronologique par rapport aux faits que je connais, mais il y a le je suis pas satisfaite, c'est pas raconté exactement. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que le poids des mots est pour moi extrêmement important. Je mets souvent très longtemps à réussir à choisir les bons mots. Il y a des fois, merci à ma monteuse qui coupe, parce que vous en rendez pas compte, des fois je cherche un mot puis je suis là. J'attends pendant 15 secondes, je suis en train de chercher mon mot. Elle coupe ces moments-là, donc vous vous en rendez pas compte. Mais ça m'arrive hyper régulièrement où je me dis non, ce mot-là, il n'est pas assez juste. Avec l'écriture du livre, c'est pire. C'est vraiment pire. Il y a des fois, j'écris un paragraphe comme ça. Et puis après, je me dis ah non, ça ne retranscrit pas assez ce que j'avais envie de dire. Et donc, je recommence tout. Donc, ça me prend un temps infini. Il me reste à peu près 10 ans à écrire. Donc, j'ai fait les 15 années d'avant et là, il me reste les 10 dernières années. Donc, ça avance. Mais moi qui avais dit à David Pérou, pour ceux qui ne le connaissent pas, je lui ai dit ouais, moi, en janvier dernier, on est en décembre 2024, là, quand je vous tourne la vidéo. Fin décembre 2023, je lui ai dit ouais, moi, je consacre le mois de décembre ou janvier, je ne sais plus. Je lui ai dit je consacre décembre à mon livre. Tu vas voir, à la fin du mois, il sera fini. Il m'a dit ah ouais, t'es sûr que tu vas réussir à faire ça? Je lui ai dit ouais. Pas du tout. Je pense que j'ai présumé de ma capacité d'être satisfaite de moi-même et de ce que j'ai envie de faire passer comme message. Et donc, il sortira quand il sortira. Ça fait partie des énormes apprentissages que j'ai eus en 2024. J'avais l'intention de vous faire 2 vidéos
en une, avec celle-ci là que vous êtes en train de regarder. J'avais l'intention de vous faire qu'est-ce que 2024 m'a apporté et justement le côté thérapeute, coach, conférencière et tout. En fait, je me rends compte que je parle vraiment beaucoup et que probablement je vous en ferai une autre vidéo sur qu'est-ce que 2024 m'a apporté. Mais alors, je sais pas vous, vous me direz dans les commentaires, mais moi 2024 c'était une machine à laver. Alors je n'ose pas imaginer 2025. Donc comment savoir quoi écrire dans mon livre? Eh ben, je me base sur une structure qui a été convenu avec la maison d'édition et pour l'autre livre sur des faits. Voilà, et un truc chronologique que moi je connais et que donc en fait c'est plutôt simple sur ça. Et comment je l'organise? Ça c'est bon, j'ai répondu. Question numéro 4, comment trouver des idées malgré des sujets similaires ou identiques? Alors je ne sais pas si c'est par rapport à moi ou par rapport aux autres. Est-ce que tout le monde a traité le sujet de la pleine conscience par exemple? Et donc comment tu fais pour trouver des sujets qui ne sont pas celui de la pleine conscience? Je vous avoue que je ne regarde jamais les vidéos des autres. J'aime bien, d'ailleurs par exemple, Elena regarde les vidéos de Mathieu Monade et souvent elle m'en fait des résumés. Déjà parce que c'est très très long et que dans ma vie de temps plein, de maman de 3 enfants, etc., j'ai pas le temps. Donc je suis très ravie quand quelqu'un me fait des résumés de quelque chose et que ça me permet d'avoir la connaissance sans avoir pris le temps de. Mais je ne me pose pas la question sinon d'aller regarder ce que font les autres. Donc je ne me pose pas non plus la question de est-ce qu'un sujet a déjà été abordé? Si j'ai envie de le traiter, en fait, je le traite et je ne vais pas chercher ailleurs voir comment les autres l'ont traité, parce que je me dis les autres sont les autres, moi je suis moi, donc en fait chacun sa manière d'aborder un sujet et si les gens qui me suivent moi, c'est probablement qu'ils aiment ma façon de dire les choses et donc je ne me pose pas cette question-là. Quand des contenus peuvent se ressembler, ah ben c'est peut-être ça. Comment ne pas craindre qu'on pense que tu copies alors que ce n'est pas le cas? Bah encore une fois, je ne sais pas comment le dire poliment, je m'en tape le coquillard. Il y a quelqu'un la dernière fois qui est venu dans les commentaires Insta dire oui, hasard ou pas, ça fait 2 fois que je retrouve un post que j'ai écrit chez toi. Et sauf que moi, les posts, ils sont pré-publiés des mois à l'avance. Là, pour vous donner une idée, on est le 10 décembre. Les posts sont prévus sur Instagram jusqu'à la mi-janvier. Donc, il y a au moins 1 mois et demi de prévision. Donc, ils sont vraiment écrits à l'avance. Je les envoie à l'équipe qui les publie, etc., qui les organise en fonction de eux, comment ils veulent les organiser. Donc, si quelqu'un me dit que je le copie, il suffit qu'il me bloque de son compte, comme j'avais répondu à cette personne-là, où je lui avais dit, écoute, bloque mon compte, bloque aussi mon autre compte, comme ça tu seras sûr que je te suis plus, et ça pourra te rassurer, parce que j'ai clairement pas le temps d'aller voir ce que font les autres, donc j'ai clairement pas le temps de copier, et je me pose pas cette question-là. Je vous avoue que, en fait, pour ma part, j'ai vu pas mal de mes articles sur d'autres comptes, des comptes qui sont très suivis, et j'ai vu mot pour mot mes articles. Et je me dis, en fait, celui qui copie, c'est karma, et celui qui pense que je l'ai copié, si je copiais quelqu'un, ça serait mon karma, c'est pour ça que je le fais pas. Mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, et ce que les autres pensent de moi, si j'avais dû m'en soucier, j'aurais jamais créé ma chaîne YouTube, quoi. Voilà. Comment savoir que c'est enfin le moment de lancer son activité de médium? Je vous ai fait un post hier, j'essaierai de penser à vous le mettre ici. C'est un post qui est sorti sûrement là bientôt, qui va sortir bientôt, j'ai un gros doute sur Insta, sur le fait qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'accord de la Lune, des planètes ou de quoi que ce soit pour lancer son activité, pour faire un bébé, pour pouvoir acheter une maison. En fait, pour toutes les grandes décisions de notre vie, on a tendance à reporter notre souveraineté à l'extérieur. Pour ma part, je ne me pose jamais cette question-là. Encore une fois, je vous dis, ce qui m'anime et ce qui me fait prendre des décisions, ça va vraiment être le côté frustration. C'est-à-dire que si j'ai joie, je mets quelque chose en place. Si je sais que si je le fais pas maintenant, ça me procure de la frustration, alors c'est que je suis pas dans le bon chemin. Et donc automatiquement, je vais me mettre à l'action tout de suite parce que en fait, je sens que si je dois attendre, ça va me créer une contraction intérieure. Et cette contraction intérieure, c'est mon signe à moi de je ne suis pas en adéquation avec moi, je ne suis pas alignée avec mon être sur le fait d'attendre. Alors qu'il y a des fois, et merci, c'est l'âge et 2024 qui commence à me calmer, il y a des fois où, par exemple, pour mon livre dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a le livre que je suis en train d'écrire avec la maison d'édition, j'ai l'intention de finir celui-ci en priorité, bien que ma deadline soit milieu d'année 2025, je sens qu'il faut que je le finisse maintenant, que c'est juste. Et à contrario, je m'autorise à me mettre une deadline un peu plus éloignée pour mon livre à moi parce que je suis OK avec ça. Si j'étais pas OK et que je sentais à l'intérieur de moi que vraiment mon livre devait sortir avant le livre que je fais avec la maison d'édition, j'aurais fait l'inverse. En fait, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi.
À quoi ressemble une journée de thérapeute créatrice de contenu écrivaine? Et maman, c'est vraiment ma vie de maman qui rythme ma journée parce que avant, pendant toutes les années où je faisais les accompagnements en one-one et les soins, je me levais à 4h30. Donc pendant plus de 10 ans, je me suis levée à 4h30, 5h au max pour pouvoir, quand mes enfants se lèvent ensuite pour aller à l'école, être là pour eux, prendre le déjeuner avec eux, enfin mon café avec eux et pouvoir être là en fait pour coiffer ma fille, pour pouvoir être là pour eux tout simplement. Et par la suite, je les amène à l'école. J'ai fait des choix de vie qui font que ma priorité, c'est d'aller les amener à l'école et d'aller les chercher tous les jours, de toute l'année, tout le temps. Donc ça rythme réellement ma vie. Et ensuite, je cale le reste du temps sur ce qui me reste de travail, de temps de travail de libre en fait. Donc c'est-à-dire que quand je rentre à la maison, que je les ai déposés, je vais travailler de ce moment-là jusqu'à l'heure de manger. Ensuite, je mange. Ensuite, je retravaille jusqu'au moment où je vais les chercher à l'école. Et quand j'ai beaucoup de travail, ce qui arrive très régulièrement, je retravaille le soir une fois qu'ils sont couchés. J'essaye d'arrêter ça parce que je me rends compte que je nourris cette hyper productivité et que bien que j'adore profondément mon travail et qu'en fait ça me met en joie de créer du contenu et tout, c'est quelque chose qui vraiment ça me met en joie. Néanmoins, j'ai pas ou peu de temps de repos. Donc, je m'oblige à prendre du temps de repos aussi le soir, plusieurs fois par semaine. Et donc, j'essaye régulièrement de ne plus travailler le soir. Mais il n'y a pas d'organisation pure et dure de le lundi, c'est je filme les vidéos. Le mardi, ça va être je crée les posts Insta. Le jeudi, je vais écrire mon livre. Je travaille aussi le mercredi, ils ne sont pas à l'école le mercredi, mais je travaille pendant qu'ils sont à la sieste et pareil pendant qu'ils sont couchés le soir. Donc je travaille 5 jours par semaine. Le week-end, je fais en sorte de plus consulter mes mails, etc. pour être pleinement dans l'instant présent parce qu'on se fait très très vite happer par beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, pendant que je me levais à 4h30 du matin, pendant les 10 dernières années, parce que ça fait que depuis février 2024 que j'ai arrêté les soins, je travaillais en moyenne entre 13 à 15 heures par jour. Donc, quand les gens disent oui, les créateurs de contenu, c'est facile, tu te lèves, tu filmes. Ah non, je pense que quand on est son propre patron, ça peut devenir atroce parce qu'on est notre pire boss en fait. On est aussi bien le boss génial qui va te dire « Ah, tu veux prendre des vacances? Vas-y, prends-les » que le boss qui va te dire « Ouais, mais attends, il faut que tu t'avances sur ça, sur ça, sur ça. » Et pour ma part, je ne procrastine jamais. Donc, c'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose à faire, même s'il faut que je termine à 23h le soir, je vais le faire. Parce que j'aime pas me lever avec l'idée le lendemain de me dire « J'ai ça à faire. » En fait, je veux pouvoir me coucher en me disant « C'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. » Et d'ailleurs, l'agenda, c'est vraiment le point vraiment principal pour m'aider à ne pas procrastiner. Voilà, je fais l'instant pub de My Agenda 365, je vous les mettrai en lien. Je passe par eux depuis des années. C'est un agenda qui n'est pas un simple agenda. En fait, il fait aussi bullet journal et ça m'aide beaucoup pour moi pour mettre des objectifs pour l'année, les vidéos à tourner mois par mois. Je prévois en général, j'essaye de prévoir les vidéos que je vais tourner pour le mois, sachant que Marine, ma monteuse, a besoin de temps pour les monter et il faut qu'elle me les envoie en temps et en heure pour que moi je puisse les programmer par la suite, faire les vignettes, etc. Donc j'essaye de lui tourner, par exemple là on est le 10 décembre, c'est une vidéo qui va probablement sortir en janvier, celle-ci, et là je vais probablement pas avoir le temps de tourner les autres pour janvier parce qu'il est déjà 14h30 que je dois aller chercher mes enfants à la sortie d'école, donc j'aurai probablement pas le temps, mais j'essaye de lui tourner au moins 15 jours, 3 semaines en avance. Donc vous, quand vous voyez les vidéos, elles ont été tournées en général 15 jours, 3 semaines avant que vous les voyez, et ça s'organise plus par rapport à la date que par rapport à la journée dans la semaine. Je vais me dire, ok, on est à peu près le 10-15 du mois, il faut que je tourne les vidéos pour le mois de janvier par exemple, et je vais me faire une liste de, voilà, j'ai une idée de réac par exemple à faire avec Elena, où je vais avoir des demandes vidéo, je vais essayer d'alterner et des vidéos où je suis toute seule, et des vidéos où je fais des réacs, et des vidéos de co-conférences, en fait, histoire que vous ayez pas que du contenu qui se ressemble, en fait, tout simplement. Donc, pour une journée typique de thérapeute, créatrice de contenu, écrivaine, il n'y a pas de journée typique, il y a oh, ça doit sortir à telle date, il faut que je me bouge maintenant. Et en général, je vous dis, j'essaye de programmer les choses assez en amont parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout se stresser. Et donc, pour vous donner une idée, quand j'ai rendez-vous à midi, je pars de chez moi à 11h15 et même si je sais que je vais arriver à 11h45, ça me permet de me dire si je crève, s'il y a des bouchons ou autre, en fait, j'arrive tranquille et je suis jamais en stress. Et ça me permet vraiment de ne pas être toujours dans le speed
ce qui est déjà le cas en étant à temps plein, à avoir plein de casquettes, plus celle de maman en fait. C'est déjà une vie speed, donc si je peux me permettre d'avoir de la tranquillité en étant organisée, c'est vraiment quelque chose que je m'octroie. Comment tu te connectes à ton inspiration pour écrire? Alors, c'est assez facile, comme je vous ai dit, sur le fait de me baser sur des faits réels. Donc, en fait, ça, c'est le point facile. Par contre, comme je vous ai dit, sur le comment je vais raconter les choses, qu'est-ce qui collerait le plus à la réalité, eh ben, je me laisse traverser et des fois, j'ai des mots. À chaque fois que je me remets à écrire, alors là, ça fait un moment que je n'ai pas écrit mon livre à moi, mais à chaque fois que je m'y remettais, je relis le passage précédent que j'ai écrit pour me remettre dans le bain. Et à chaque fois que j'ai réécrit, enfin que je relis, je me dis « Waouh, c'était trop bien écrit !» Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, je suis complètement habitée par l'essence, la partie de moi qui est en train d'écrire, en fait, parce que il y a des mots où je me dis ah, c'est vraiment bien dit, je ne l'aurais pas dit comme ça. Donc je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment une connexion à plus grand que moi et à des mots où en fait, je vous dis quand ça me convient pas, quand je vibre pas, c'est un peu comme les parfums que je suis en train de sortir. En fait, ça fait des allers-retours entre le labo et moi parce qu'à chaque fois je me dis eh non, ça vibre pas assez, c'est pas assez juste, il n'y a pas assez de waouh. En fait, je veux du waouh dans ma vie. Et je veux du waouh pour vous, mais surtout pour moi. Je veux que quand moi je me relise, ça me fasse waouh. Je veux que quand je sente mes parfums, ça me fasse waouh. Et si ça fait pas ça, c'est que c'est pas juste. Et dans ce cas-là, ça repart au labo ou ça repart en écriture. Mais le but principal pour moi, c'est d'être à 3000% satisfaite de ce que j'ai produit. Et je pense que c'est là où il y a une fine limite parce qu'il y a beaucoup d'entre vous sûrement qui sont dans ce truc de illégitimité / perfection. Et donc, peut-être que vous faites jamais rien. Et si je me branche sur ma tête, uniquement sur ma tête va me dire « ouais, c'est jamais assez bien ». Si je me branche sur ce que je ressens à l'intérieur de moi, j'arrive à avoir ce « wow », alors que ma tête ne me l'aurait probablement jamais donné. Est-ce long d'arriver à vivre de tes activités? En vis-tu toujours? Alors oui, ça a été non, pas du tout. Pourquoi oui? Oui, j'en vis toujours parce que j'ai répondu à la deuxième question d'abord. Non, ça n'a pas été long parce que je vous dis, au bout de même pas un mois, quand je me suis lancée à temps plein, j'étais bookée sur 6 mois. Donc à chaque fois, je m'apprête à dire j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est pas de la chance. C'est parce que j'ai sauté dans le vide que je pense que la vie m'a rattrapée. Et est-ce que j'en vis toujours? Oui, j'ai eu de la chance. Non, je vais arrêter de dire ça vraiment. En décembre 2023, j'avais dit à la vie, je vais arrêter les soins et je vais arrêter les coachings one-one parce que ça m'apporte plus ce wow que j'avais pendant les 10 dernières années avant le matin où je me levais et que je me disais waouh, dès que je suis en vacances, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon taf tellement je l'aime, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a une joie derrière. Et puis là, je commençais à fatiguer. Je pense que le réveil à 4h30 du matin et puis coucher à 22h, ça a commencé à piquer avec l'âge. Il y a sûrement aussi ça. Et j'étais plus assez en joie, en fait, d'accompagner en one-one. Il y avait ce manque de satisfaction de... j'ai pas de visu sur le résultat. En fait, je suis pas assez nourrie par le résultat que ça peut amener chez la personne. Alors oui, il y a des gens des fois qui vont m'écrire en me disant ça a changé ma vie, j'ai pu avoir tel résultat et ça et ça et ça. Mais ce n'était pas suffisant. J'avais envie de pouvoir partager ce résultat avec vous. C'est pour ça que je fais le rendez-vous à Morges le 15 février. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va... Je vais pas en parler longtemps. Je suis naze pour faire ma pub, vraiment, parce qu'en fait, ça va me mettre les larmes aux yeux, pour sûr. Hein. Moi, le moment où je vais avoir 800 personnes devant moi, je vais me mettre à pleurer. Parce qu'en fait, c'est la consécration de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai su que j'allais faire des conférences devant des milliers de personnes. Toute ma vie, il y a une part de moi qui me disait que j'étais complètement starbée et une autre qui me disait « nous, on sait que c'est vrai ». Et en fait, c'est la consécration de ces 10 dernières années où je me suis alignée à moi, où enfin je m'autorise à pouvoir voir, non pas grand, mais immense. Et je sais que c'est ce que je veux être et que c'est ce que je veux faire. Et j'ai complètement oublié ma question de est-ce que tu en vis toujours et combien de temps tu as mis avant d'arriver à vivre de tes activités.
Quand en décembre 2023, j'ai dit à la vie, moi je vais arrêter les consultations one-one, donc soit les stages et les conférences ça marche bien, soit je me retrouve à la rue et je finis caissière à Carouf. Et j'étais hyper au clair avec ça, hein. Je veux dire, je préférais finir caissière à Carrefour. Aucune critique sur le métier de caissière, hein. C'est juste que je ne voulais plus accompagner en one-one. C'était vraiment, ça vibrait plus juste pour moi. Et tous mes stages de 2024 ont été remplis. Et au dernier stage, j'ai dit à Elena, qui est ma coordinatrice pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, c'est elle aussi avec qui je fais les vidéos réac. Et j'ai dit à Elena, 2025, il n'y a pas de stage. Et mon mental m'a dit, tu vas faire comment? Et en fait, je me suis dit, mais je vais sauter dans le vide, comme j'ai l'habitude de faire, et puis on verra bien. En fait, j'ai plein d'idées pour la suite, j'ai les livres, j'ai plein de choses. Et en fait, c'est assez fou parce que du moment où j'ai vibré ça, que j'ai arrêté les soins, il y a les stages qui se sont remplis avec plus ou moins de facilité, certains moins que d'autres, mais ils se sont tous remplis. Et puis, quand j'ai décidé d'arrêter les stages, comme par hasard, j'ai la maison d'édition qui est venue me contacter pour écrire le livre. Comme par hasard, j'ai eu des demandes d'accompagnement pour les entreprises, où j'ai eu des demandes de conférences, des trucs où en fait la vie vient me dire « c'est bon, tu as décidé, on voit que tu préfères sauter dans le vide, ne pas savoir où tu vas atterrir que de continuer à rester là où tu es, bah vas-y, on t'aide ». Donc, est-ce que j'en vis toujours? Oui, et c'est de mieux en mieux. Et je vous parlerai de ça sûrement dans la vidéo sur qu'est-ce que 2024 m'a apporté, parce que sinon ça va être trop long ici, on est déjà à 31 minutes de vidéo. Est-ce facile de trouver ton équilibre en bossant seul? Tu bosses combien d'heures par semaine et est-ce que ça te convient? Il y a vraiment, c'est vraiment aléatoire. Il y a des semaines où je vais avoir un mood de j'ai pas envie de tourner, j'ai pas envie de bosser et je vais avoir juste envie d'écrire par exemple, ou en fait je vais pas avoir envie de montrer ma face sur les écrans, etc. Donc je vais peut-être moins travailler, ça va être plus cadré sur le temps où les enfants sont à l'école. Et il y a d'autres fois où par exemple quand on lance des programmes, quand on a fait le challenge Scientia, le challenge gratuit qu'il y avait en septembre dernier, ça nous a demandé, surtout à l'équipe, encore plus qu'à moi, un temps de travail phénoménal. Quand je vous ai filmé tout le programme méditation auquel vous avez eu droit, je dis avez eu parce que moi c'est en cours, mais vous quand vous verrez cette vidéo, le programme sera fini. Ça m'a pris un temps fou. En fait, il y a eu plus de 15 heures de tournage pour filmer toutes les méditations, etc. Et tout ça pour que vous y ayez accès gratuitement en fait. Donc il y a des fois où je vais tourner pendant des heures et des heures et des heures. Donc il y a des semaines où je vais me taper des journées de 15 heures de boulot et d'autres où je vais travailler que 6 heures dans la journée. Donc c'est super aléatoire. A contrario, il y a tous les petits trucs où je soutiens certains projets, etc. Et donc tout ça, ça me demande du temps aussi. Donc en moyenne, je vais dire que je dois être à un minima de 35 heures par semaine et un maxima de un bon 50, 60, 70 heures en fonction des lancements. Je veux dire ça comme ça. Et est-ce que ça me convient? Oui, parce que en fait, je fais ce que j'aime et que les programmes que je lance, en fait, c'est des programmes qui me mettent en joie. Les retours que j'ai de vos méditations, mais tous les jours. Alors, il y a 2500 personnes qui ont pu rejoindre gratuitement le programme méditation. Sachez que ça ne réarrivera pas, je le dis tout de suite, au cas où il y ait des questions sur le sujet. C'était pour le lancement et pour un cadeau de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément se permettre l'achat de ce programme de méditation qui était à 159 €, qui est à 159 € et qui donc du 2 au 4 décembre, j'ai dit à tout le monde, si vous n'avez pas les moyens, etc., de rejoindre ce programme, rejoignez-le gratuitement, je vais y arriver, et vous avez accès à chaque méditation pendant 24 heures et tous les jours. Toutes les personnes qui font les méditations, j'ai tous les jours des mails de gens qui me disent « Putain, c'est en train de changer ma vie et tout ». Et je me dis, mais en fait, ça me met tellement en joie que je crois que c'est le plus beau, la plus belle récompense en fait que je peux avoir sur le temps que j'investis. En fait, je le fais par pur égoïsme parce que j'aime vous voir heureux, quoi, tout simplement. Pour performer dans ces métiers, est-ce mieux d'avoir pas mal de temps off et de repos? Ouais, je suis un mauvais exemple sur ce sujet-là. Je suis une hyperactive, donc le temps off et le repos, j'ai souvent de la culpabilité. Pendant un temps, avec Matt, on se prenait tous les mardis où on se disait que c'était notre journée. Ça fait hyper longtemps. D'ailleurs, chérie, il faut qu'on reprenne les mardis, hein. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on remette en place parce que je m'octroyais ce temps-là et je ne me l'octroie plus ces derniers temps parce que Matt travaille beaucoup plus aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est effectivement nécessaire parce que quand on ne se pose pas et qu'on ne laisse pas, je vais dire, l'énergie circuler à l'intérieur de nous, on ne peut pas
avoir ce calme intérieur qui va faire qu'on va avoir un flot d'énergie, un flot d'idées qui va nous venir, etc. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et il y a des fois où je travaille beaucoup trop et je le sens parce que par exemple quand je vais me coucher, je suis toujours en hyperactivité, mon cerveau ne s'arrête pas. Donc dans ces moments-là, j'essaye effectivement de recalmer dans les jours, semaines qui suivent parce que sinon, si je ne calme pas, je sais que je peux vite basculer dans le trop active et que c'est pas, je suis soumise au cortisol en fait et c'est pas ce que j'ai envie ni pour moi ni pour les autres. Non, ça j'y ai répondu. As-tu déjà reçu des menaces de la part du GVT ou autre? Non, non, pas du GVT. Ah si, si, de la part de l'ARS. Je sais pas si vous vous rappelez, dites-moi si vous me suiviez à ce moment-là. J'étais encore dans le Gers à l'époque, ouais, c'était en 2021 si je vous dis pas de bêtises. J'avais mis une story, vraiment quand j'y pense, je me dis mais c'est une blague. J'avais mis une story sur Insta en mettant que je cherchais des cobayes pour faire des opérations à main nue. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, les opérations à main nue, c'est des soigneurs, des guérisseurs brésiliens qui en fait opèrent les gens sans les toucher, simplement avec leur énergie. Ils vont aller opérer sans ouvrir le corps de la personne pour pouvoir soigner. Donc c'est énergétique. Je pense que l'ARS a cru que j'allais opérer des gens à cœur ouvert sur la table de mon salon. Bien sûr, cela est venu d'une délation. De la part d'une personne de la communauté. Et donc l'ARS m'a mis au parquet pour pouvoir justement, donc je me suis fait interviewer par les gendarmes et qui croyaient que j'étais réellement en train d'essayer d'opérer des gens alors que je n'avais pas le diplôme de médecin, d'accord? Donc voilà, j'ai été interviewée, j'ai bien rigolé avec le gendarme qui était super gentil, qui m'a dit, vous savez, nous, c'est la procédure, on est obligé de vous passer à l'écoute, quoi, en interview. Je trouve pas le terme, hein, d'accord, vous me pardonnerez. Donc on a bien rigolé. Il m'a bien affirmé que c'était sur délation et que donc c'était des gens de la communauté qui étaient allés dénoncer à la Miviludes et à l'ARS. C'est pas la première fois de ma vie que je suis signalée à la Miviludes. En même temps, une secte qui se prétend dénoncer toutes les autres sectes, je trouve ça assez marrant. Donc voilà, je n'ai pas eu d'autres problématiques par rapport à ces petits cas de signalement de personnes qui sont frustrées dans leur vie et qui ont besoin de chercher le caca à celles qui sont heureuses. Donc, mis à part ça, non, jamais. As-tu un protocole avant et après une séance ancrage, méditation? Merci d'avance pour les tips. Alors non, plus maintenant parce que je fais plus d'accompagnement one-one et de soins. Néanmoins, même quand je faisais les soins, j'avais pas ce truc de j'invoque la lumière, etc. Vraiment pas du tout, ça a jamais été mon délire. En fait, j'ai vraiment cette foi inébranlable de je suis protégée, je risque rien. Quand j'étais embêtée, je demandais de l'aide à là-haut pour pouvoir m'aider à me nettoyer. Je le faisais au pendule. C'est des choses que j'enseignais dans les stages pendule, par exemple. Et mis à part ça, j'ai jamais eu de protocole particulier. Pour l'ancrage, je l'ai tellement fait pendant des années qu'aujourd'hui, je ne le fais plus. Par contre, quand je me lève le matin, et c'est assez régulier, c'est pas tous les jours, mais c'est régulier, et c'est quelque chose un des tips que j'ai transmis dans la formation Céléritas, par exemple. Et ce tip, c'est je m'assois sur le bord de mon lit le matin et plutôt que d'allumer mon téléphone, comme bien sûr tout humain, je suis tentée de faire, je me pose, je ferme les yeux et je ressens l'entièreté de mon corps et je cherche à ramener mon énergie pour pouvoir me sentir alignée et complète. Et par l'inspiration, je vais venir vraiment fluidifier cette énergie et conscientiser, je vais dire, chaque mémoire cellulaire de mon corps pour être vraiment ici et maintenant. Donc ça, c'est un truc que j'ai de façon très régulière, pas tous les jours, mais très régulière. Et sinon, autre tips, non, pas quelque chose que j'utilise dans le quotidien. Comment gérer son planning? Je vous en ai succinctement parlé. Pour moi, c'est vraiment l'agenda. J'ai voilà ce que j'ai à faire dans l'année, voilà ce que j'ai à faire dans le mois, voilà ce que j'ai à faire dans la semaine. En fait, je découpe ma volonté pour l'année en mois et ma volonté pour le mois en semaine et ma semaine en jours. Et ça me permet vraiment de structurer mon quotidien sans pour autant avoir quelque chose de super rigide. Je veux dire, si mes copines m'appellent et me disent « Ouais, vas-y, jeudi, on mange ensemble », je fais en sorte de décaler, sauf si j'ai un rendez-vous
rendez-vous téléphonique avec, je sais pas, quelqu'un pour un investissement ou un truc du genre où je vais pas le décaler. Mais sinon, c'est pour mon tournage, pour écrire le livre ou quoi que ce soit. En fait, j'adapte mon planning. Je vais faire en sorte d'écrire, par exemple, le soir pour pouvoir libérer mon jeudi midi, par exemple. Donc, voilà, pas de planning rigide, mais à la fin de ma semaine, il faut que j'ai terminé ce que j'avais décidé que je devais faire pour la semaine quand même. Donc, je suis rigide avec moi-même, mais pas avec les autres. Comment trouves-tu l'inspiration pour écrire ou faire des formations? Comment trouves-tu les sujets? Ça, j'ai répondu. En tant qu'auteur, as-tu une méthode ou un processus créatif particulier? Ça aussi, je vous ai répondu. Est-ce que tu arrives à couper la connexion clairaudience lorsque tu marches dans la rue pendant des dîners entre amis ou bien les infos arrivent à n'importe quel moment pour n'importe quelle personne? Il y a des fois, c'est pas très éthique, où mon mental se pose une question de pourquoi l'autre est en train de se comporter comme ça avec moi? Et là, automatiquement, j'ai des infos qui arrivent. Par contre, je suis en train de chercher dans ma tête avec qui j'en ai pas. Avec mes copines, si elles me posent une problématique qui est en train d'arriver dans leur vie, automatiquement, je vais avoir c'est ça qui bloque. Et du coup, clairaudience, il n'y a pas la question de est-ce que je peux passer l'info ou pas. Enfin, je demande toujours à la personne en face, mes copines en l'occurrence, en leur disant est-ce que tu veux que je te partage ce que j'ai? Si la réponse est non, je ne partage pas. Si c'est oui, je partage. Par contre, dans la rue, je fais en sorte de pas forcément me connecter aux gens, déjà parce que c'est éprouvant dans le quotidien et en plus parce que je crois qu'il y a une part de moi qui a envie de rester naïve sur l'humanité et que j'ai eu une enfance à Bordeaux plutôt facile, alors pas au niveau familial, mais je veux dire, j'ai pas vécu de traumatisme atroce. Enfin voilà, j'ai vécu avec la mère que j'ai eue et bref, avec mes problématiques familiales qui me sont propres, mais j'ai pas eu de gros traumas dans ma vie, donc je suis arrivée dans la vie en ayant assez foi en l'être humain et puis je me suis pris des pichenettes comme pas possible. Et je pense qu'il y a une part de moi qui ne veut pas me connecter aux autres pour pouvoir me dire vas-y, la naïveté, j'en ai déjà perdu pas mal de par les expériences de trahison et tout que j'ai eues. J'ai pas envie d'en perdre encore. Je veux rester cette Johanna qui pardonne aussi facilement, qui a envie d'embrasser l'humanité. Et je pense que si je me connectais vraiment à tout le monde tout le temps, probablement que je perdrais cette naïveté et cette beauté de pétillement que j'ai envers l'humanité et qui est encore présente en moi, donc je le fais pas. Par contre, ça m'est arrivé, je pense, à une rencontre qu'on a faite il n'y a pas longtemps avec des copines dans la rue où en fait la personne m'a croisée. Direct, ça m'avait... Et en fait, je me suis sentie pas bien. Et ça m'arrive où après, je me nettoie et tout en rentrant chez moi. Et un peu comme il y a un gif qui traîne sur Insta, je crois, ou je sais plus où je l'ai vu, où il y a la fée Clochette qui est comme ça. Elle est pleine de poussière quand elle rentre et elle se frotte. C'est un peu comme ça que je me vois quand je suis en train en fait, de rentrer chez moi après avoir croisé des gens dans le quotidien qui sont pas forcément clean au niveau énergétique ou qui sont hyper tristesse, hyper colère, etc. Et c'est pour ça que je suis assez sauvage aussi parce que en fait, je n'aime pas être entourée de beaucoup de monde, sauf... Quand moi je suis sur la scène en train de parler et que les gens sont en face et que je peux partager sur des enseignements et sur de la joie, mais par exemple vous me dites va faire les soldes ou va faire tes courses de Noël le dernier week-end avant Noël, je vous dis mais jamais de la vie, je préfère ne pas offrir de cadeaux aux gens plutôt que d'aller dans les grands magasins la veille de Noël. Vraiment, pour moi c'est pas possible parce qu'il y a trop d'énervement, il y a trop d'informations énergétiques, etc. Et du coup, c'est vraiment compliqué. Voilà. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans toutes ces facettes? Écrivaine, créateur de contenu, thérapeute, tout. Tout à un moment donné de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année. Ce que j'aime le plus, si je devais vraiment choisir quelque chose, ça serait l'échange quand je suis en train de transmettre des informations qui vous permettent d'être heureux et que je vois le avant. Par exemple, je pense à des conférences que j'ai faites où en fait, je vois les gens avant la conférence, les gens après la conférence quand ils repartent avec de la joie, de l'espoir, de l'alignement à l'être et que en fait, je vois que tout le monde repart avec un smile jusqu'aux oreilles. Je pense que c'est ça qui me met vraiment, vraiment le plus en joie parce que je me dis j'ai planté des graines et potentiellement ça va changer leur vie. S'ils changent leur vie, ils peuvent changer la vie des gens autour d'eux. Et en fait, c'est assez ouf comment une personne peut changer le monde entier en fait, tout simplement. Te forces-tu parfois à faire certaines vidéos ou écrire ton livre parce que tu dois le faire? Je me force à
passer à l'action. Il y a des jours où je me dis, ouah, j'ai pas envie, je suis pas motivée, j'ai la fainéantise. C'est comme ça que je le dis. Et ça m'arrive, néanmoins, dès que j'allume la caméra, en fait, pour moi, je suis en train de vous parler à vous. Et quand je vous parle, il y a ce truc de... Qu'est-ce que ça va faire chez eux? Qu'est-ce que ça va réveiller comme « Ah ouais, si elle l'a fait, je peux le faire moi aussi ». Et du coup, il y a des fois où je me dis « J'ai pas envie ». Mais dès que je passe à l'action et que je suis en train de vous transmettre quelque chose, que ce soit par écrit ou par vidéo, ben, il y a la joie qui remonte et du coup, ouais, il y a le départ qui me dit « Ouais, flemme » et la suite qui me dit « Ouais, joie ». Donc non, je me force jamais très longtemps. Deux dernières questions. Comment vois-tu ton métier évoluer? Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie? Non. Non, je sais où est-ce que je me dirige. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Je dévoile beaucoup de choses dans le livre que je suis en train d'écrire. Et est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Non, pas des vidéos. Je pense que les vidéos s'arrêteront sûrement fin 2026. Donc j'espère que vous en aurez tous bien profité et surtout que vous pourrez aller les revoir en vous disant « Putain, c'était bien quand elle nous sortait des vidéos et qu'elle transmettait des informations. » Ouais, profitez-en maintenant. Et je pense que ça va prendre un tournant majeur en 2025 et que je m'adapte en fait au fur et à mesure dès que la joie m'anime plus. Je m'autorise à prendre un tournant à 45, à 90 ou à 180 si nécessaire, en fonction de ce qui m'anime. Et à la question « Comment tu vois ton métier évoluer ?» Déjà, aujourd'hui, en fait, j'ai pas de métier. J'ai pas de métier, j'en ai pas, j'en ai plein. Et je pense que ça sera pareil à l'avenir. Je sais que je continuerai les conférences parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me met en joie. Il n'y a pas de mots en fait pour pouvoir décrire ce que je ressens. J'ai des paillettes dans l'âme en fait quand je fais des conférences et quand je vous transmets, quand je vois votre joie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime. Mais non, est-ce que je serai animée jusqu'à la fin de mes jours? Bah, j'en sais rien. Et j'ai envie d'agir pour beaucoup plus grand. Alors déjà, la conférence à Morges le 15 février 2025, on est déjà à beaucoup plus grand parce qu'il y a 800 personnes. J'ai l'intention de faire des conférences à 10 000, 15 000 personnes et pouvoir changer la vie de 15 000 personnes en un one-shot. C'est vraiment mon idée qu'il y a derrière et que je veux assouvir. C'est un besoin qui est nécessaire pour moi de pouvoir partager à plus, toujours plus. D'ailleurs, mes copines m'appellent toujours plus parce que toujours plus, en fait, tout simplement. Donc, je vois le côté conférence qui continue. Les stages, il n'y en a que 2 en 2025, il n'y aura probablement plus du tout en 2026. D'ailleurs, pour les dates de stage, pour les 2, les places sont limitées. Donc, si ça vous intéresse, il y a un stage perception pour apprendre à développer ses perceptions et un stage être pour pouvoir s'aligner parfaitement à son être et que je vous aide à dépouiller tout ce que vous n'êtes pas. Donc ça se fera en présentiel et je vous mets les liens en barre d'infos. Et pour le reste, pour la suite, eh ben, écoutez, l'avenir nous dira. J'ai des infos, mais maintenant... Le passé m'a bien appris qu'il y avait des infos que j'avais eues qui pouvaient changer, donc j'essaie de ne pas m'accrocher à ce que je crois qu'il sera et je prends les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Et dernière question, qu'est-ce qui te met le plus en joie dans tes différentes casquettes? Bah, du coup, j'ai répondu. Qu'est-ce qui te met le moins en joie et pourquoi? Alors, le plus en joie, comme je vous ai dit, c'est les conférences. Le moins en joie, c'est les mails. Les mails, ça m'a toujours gavé. Je déteste répondre aux mails, ça me saoule. C'est pour ça que merci du fond du cœur à ma coordinatrice qui en gère une grande partie. Pareil, les DM d'Insta et tout, ça me saoule, mais ça me saoule. En fait, j'aime pas être sur mon téléphone. J'aime pas le côté... j'aime la technologie pour qu'elle me serve, mais pas pour que moi, je sois asservie par cette technologie. J'adore partager avec les gens en vrai. J'adore pouvoir partager la joie et des moments de liesse, en fait, tout simplement. Et c'est pas ce que me procurent les mails et tout ce qui est écrire comme ça là. Oh, vraiment ça me rend pas bien rien que d'y penser. Je suis capable de vous dire ah ouais non je me mets plus sur un stade de toute la journée et c'est pour ça que je suis assez contente que l'équipe gère pour moi parce que c'est quelque chose qui me bouffe ma créativité, ma joie, mon engouement et que quand je me le laisse plus manger par les réseaux sociaux et par le fait d'écrire, etc., sur les mails et en fait tout ce qui me bouffe, le fait que je l'ai délégué à des personnes extérieures, ça me permet de vraiment me focus sur ce qui me met réellement en joie et donc ça me permet d'être
quasiment que en joie tout le temps. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que ça aurait été super long. J'espère que vous aurez pris un café, un gâteau et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour vous raconter ce que 2024 m'a apporté. Heureusement que j'ai pas mis les deux dans une même vidéo parce que sinon vous en auriez eu pour à peu près 1h30 voire plus. Donc on s'arrête ici et merci de votre présence.